Monsieur, n'embarquez pas. Votre avion a été saboté. Sébastien Lemoine s'arrête sur la première marche de son jet privé. La voix qui crie provient d'une petite fille sale courant vers lui depuis la zone de fret de l'aéroport de Monterrey. Il a le téléphone collé à l'oreille, en train de conclure un contrat de plusieurs millions de pesos. Attendez une seconde, dit-il à son client à l'autre bout du fil. La fillette arrive, haletante. Elle n'a pas plus de 10 ans. Ses vêtements sont déchirés, ses chaussures percées. N'embarquez pas, crie-t-elle encore. J'ai entendu 2 hommes. Ils veulent vous tuer. Sébastien regarde autour de lui. Les employés de l'aéroport poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Son pilote, Roberto, est déjà dans le cockpit, en train de vérifier les instruments. Petite, tu n'as pas le droit d'être ici, dit Sébastien. C'est une zone interdite. Je vous en supplie, insiste-t-elle. Ils parlaient de vous. Ils ont dit que si vous montiez, vous ne reviendriez pas vivant. Sébastien soupire. Il a une réunion importante à Mexico dans 2 heures. Il ne peut pas perdre de temps avec les délires d'une gamine des rues. Roberto l'appelle du cockpit. Tout est prêt, patron. Il passe la tête par la fenêtre. Patron, il y a quelque chose d'étrange avec le carburant. L'odeur est différente. Sébastien fronce les sourcils. En 30 ans de vol, Roberto ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Différente comment? Je ne saurais l'expliquer. Une odeur chimique, mais plus forte. La fillette attrape la manche de la veste de Sébastien. Je vous l'avais dit. S'il vous plaît, croyez-moi. Sébastien regarde la fillette, puis l'avion. Son instinct d'homme d'affaires ne l'a jamais trompé. Il y a quelque chose d'anormal. Roberto descend de l'avion. Quoi? Mais, patron. Descends. Roberto quitte en courant le cockpit. Au moment où ses pieds touchent le sol, une explosion secoue tout l'aéroport. Le jet de Sébastien devient une boule de feu. Il est projeté au sol. Ses oreilles bourdonnent, des éclats de métal volent dans tous les sens. Une fumée noire recouvre la piste. Lorsqu'il parvient à se relever, il cherche la fillette du regard. Elle a disparu. Il ne voit que les pompiers courir vers les débris de l'avion et Roberto assis par terre, tremblant. Mon Dieu, murmure Roberto. Si je n'étais pas descendu. Sébastien est sans voix. L'avion dans lequel il aurait dû se trouver est maintenant un tas de ferrailles fumantes. Un policier s'approche. Monsieur Ledesma, je suis le commandant Moral. J'ai quelques questions à vous poser. C'était un sabotage, dit Sébastien, les yeux toujours fixés sur les débris. Une fillette m'en a averti. Une fillette? Où est-elle? Sébastien regarde partout autour. Je ne sais pas. Elle était là, il y a 1 minute. Le commandant Moral prend des notes. Vous pouvez la décrire? Petite, environ 10 ans. Habits sales, chaussures usées, cheveux noirs, longs. Elle vous a dit son nom? Non. Elle m'a juste crié de ne pas monter dans l'avion. D'autres policiers arrivent, ainsi que des pompiers et des ambulanciers. L'aéroport se remplit de sirènes et de gyrophares rouges. Sébastien s'approche des restes de son jet. Le métal est encore brûlant. Roberto le suit. Patron, qui voudrait vous faire ça? Sébastien ne répond pas. Il passe en revue dans sa tête tous ses ennemis d'affaires. Ils sont nombreux, mais aucun n'était allé aussi loin. Monsieur Ledesma, dit le commandant Moral, nous allons avoir besoin d'une liste de personnes qui pourraient vous vouloir du mal. Cette liste va être très longue, commandant. Alors commençons par les plus dangereux. Sébastien pense à Arnaud Aguado, son ancien associé. Il l'avait renvoyé 3 ans plus tôt après avoir découvert qu'il détournait de l'argent de l'entreprise. Il y a quelqu'un, dit Sébastien. Mais je dois en être certain. Le commandant hoche la tête. En attendant, je vous conseille la prudence.
Celui qui a fait ça essaiera sûrement de recommencer. Sébastien jette un dernier regard vers l'endroit où se trouvait la fillette. Qui était-elle? Comment savait-elle pour le sabotage? Et surtout, pourquoi l'avoir aidé? Ces questions ne cessent de le hanter alors qu'il quitte l'aéroport dans sa voiture blindée. À 4 heures du matin, Sébastien ne dort toujours pas. Il pense à la fillette. Il se lève et appelle son chef de la sécurité. « J'ai besoin que tu vérifies toutes les caméras de l'aéroport d'hier, » dit-il à Martin au téléphone. « Cherche une fillette d'environ 10 ans, cheveux noirs, habit sale. »« À quelle heure, patron ?»« Entre 14h et 15h. Elle était près de la zone de fret. »« Je m'en occupe immédiatement. » Sébastien s'habille et conduit jusqu'à son bureau. Les rues de Monterrey sont désertes, peuplées seulement de camions poubelles et de quelques travailleurs de nuit. Il arrive à son immeuble et monte au 50e étage. Sa secrétaire arrive à 8 heures. « Monsieur Ledesma, vous allez bien? J'ai vu les infos. Je suis en vie, Sophia. C'est ce qui compte. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui. Je veux parler à tous les superviseurs de l'aéroport qui étaient de service hier. » Sophia passe les appels. À 10 heures, 5 hommes sont assis dans son bureau. « Je veux savoir tout ce que vous savez sur une fillette qui était à l'aéroport hier. Petite, cheveux noirs, vêtements sales. » Les superviseurs se regardent entre eux. « Monsieur Ledesma, » dit l'un d'eux, « il y a souvent des enfants des rues qui traînent dans le coin. On les chasse, mais ils reviennent. Cette fillette savait quelque chose. Quelque chose d'important. Quoi donc? Sébastien ne peut pas leur dire la vérité. Pas encore. Trouvez seulement qui l'a vu. Les superviseurs s'éloignent. Sophia entre avec un café. Monsieur, votre chef de la sécurité est en ligne. Sébastien décroche le téléphone. Que as-tu trouvé, Martin? De mauvaises nouvelles, patron. Les caméras de la zone de chargement ne fonctionnaient pas hier. Quelqu'un les a désactivées. Sébastien serre le poing. Toutes? Toutes. Mais j'ai parlé à un ouvrier sous-traitant. Il dit avoir vu une fillette se cacher dans un camion de marchandises la veille. La veille? Oui. Il dit qu'elle est restée là toute la nuit et qu'au matin, elle a couru vers la piste. Sébastien raccroche. La fillette était restée à l'aéroport 2 jours. Pourquoi? Son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Sébastien Lemoine. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Camille Robles, journaliste. Il faut qu'on parle. Sébastien reconnaît ce nom. Camille Robles est connue pour ses enquêtes sur la corruption dans les entreprises de transport. Je n'ai rien à dire à la presse, mademoiselle Robles. Je sais qui est cette fillette. Sébastien reste silencieux. Que dites-vous? La fillette qui vous a sauvé la vie. Je sais qui elle est et où elle vit. Où? Nous devons d'abord nous rencontrer. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre entreprise. Sébastien ne veut pas parler aux journalistes, mais il a besoin de retrouver cette fillette. Très bien. Où? Au café La Frontera, avenue Constitution. Dans 1 heure. Sébastien arrive au café avant Camille. C'est un petit endroit avec des tables en bois et des murs couverts de vieilles photos de Monterrey. Il s'installe au fond. Camille Robles arrive à l'heure. Elle a une 40aine d'années, les cheveux courts, des lunettes, et tient un dictaphone à la main. Monsieur Ledesma. Mademoiselle Robles. Où est la fillette? Camille s'assoit en face de lui. Parlons d'abord de pourquoi quelqu'un a voulu vous tuer. Cela ne vous regarde pas. Au contraire. J'enquête sur votre entreprise depuis 2 ans. Sébastien devient tendu. J'ai découvert des irrégularités dans les contrats de maintenance, des employés licenciés sans explication, des plaintes qui disparaissent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Camille sort un dossier de son sac.
Vous reconnaissez ce nom? Claire Vasseur. Sébastien regarde le papier. Le nom lui semble familier. Elle a travaillé dans votre entreprise il y a 3 ans. Elle a déposé une plainte officielle concernant des défaillances mécaniques sur vos avions. Elle a été licenciée une semaine plus tard. Beaucoup de gens ont travaillé pour mon entreprise. Claire avait une fillette de 10 ans nommée Alma. Sébastien se redresse sur sa chaise. Alma est la fillette qui m'a sauvé. Oui. Et elle vit dans la rue depuis la disparition de sa mère. Disparue? Après son licenciement, Claire a continué à dénoncer les problèmes. Un jour, elle est simplement partie, et on ne l'a plus jamais revue. Alma la cherche depuis ce jour. Sébastien sent un poids dans son estomac. Où vit-elle maintenant? Avec une vieille dame nommée Teresa, près du terminal abandonné de l'aéroport. Mais elle ne vous fera pas confiance facilement. Pourquoi me dites-vous tout cela? Camille range les papiers. Parce que je crois que vous ne saviez pas ce qui se passait dans votre entreprise. Et parce que cette fillette a besoin d'aide. Sébastien regarde par la fenêtre du café. Les voitures passent vite sur l'avenue. Que voulez-vous en échange? Un accès complet aux archives de votre entreprise. Je veux connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Claire Vasseur. Et si je refuse? Alors Alma continuera à vivre dans la rue, et vous ne saurez jamais qui a voulu vous tuer. Sébastien pense à l'explosion, aux débris de son avion, au visage effrayé de la fillette. D'accord, dit-il. Mais je veux voir Alma d'abord. Camille hoche la tête. Demain, à 6 heures du soir, au terminal abandonné. Il disait que lui et d'autres hommes faisaient de mauvaises choses avec les avions, qu'ils ne les réparaient pas correctement pour économiser de l'argent. Camille sort son enregistreur. Puis-je enregistrer cela? Teresa l'arrête. Non, cette petite a déjà vécu trop de choses. Sébastien regarde Alma. Que te rappelles-tu d'autre de cette nuit? L'autre homme a demandé quand l'avion allait exploser. À 14h55. Arnaud a dit que ça devait être quand vous seriez à bord, pour que ça ressemble à un accident. Tu as entendu autre chose? Alma s'assoit à côté de Teresa. Ils parlaient d'argent. Ils ont dit qu'avec vous mort, ils pourraient garder toute l'entreprise. Sébastien ferme les yeux. Arnaud Aguado avait été son associé pendant 10 ans. Il l'avait traité comme un frère, et maintenant il voulait le tuer. Alma, dit Sébastien, pourquoi as-tu décidé de m'aider? Parce que maman m'a dit quelque chose avant de partir. Qu'a-t-elle dit? Que si quelque chose lui arrivait, je devais chercher l'homme aux cheveux blancs, parce qu'il était bon, même si ses employés ne l'étaient pas. Sébastien se touche les cheveux. Il est vrai qu'ils sont devenus tout blancs dès ses 40 ans. Ta mère a dit ça de moi? Oui. Elle disait que vous ne saviez pas ce qui se passait de mal dans votre entreprise, que d'autres hommes faisaient ces choses sans que vous vous en rendiez compte. Camille s'approche. Sébastien, j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Étiez-vous au courant de ce que faisait Arnaud? Je savais qu'il avait volé de l'argent à l'entreprise, c'est pour cela que je l'ai licencié. Mais je ne savais pas qu'il sabotait les avions. À 16h17. Quel genre d'argent a-t-il volé? L'argent des contrats de maintenance. Au lieu de réparer correctement les avions, il utilisait des pièces bon marché et empochait la différence. Teresa enlace Alma. C'est exactement ce que Claire avait dénoncé. Sébastien regarde la petite fille. Où penses-tu que se trouve ta maman? Je ne sais pas. Un jour, elle est partie travailler et n'est jamais revenue. Grand-mère Teresa dit qu'elle est peut-être allée ailleurs pour être en sécurité. Pour se protéger de Arnaud? Oui. Il l'a menacée après que vous l'avez renvoyée. Sébastien se lève. Arnaud a menacé ta mère? Oui. Il lui a dit que si elle continuait à parler des avions, il lui arriverait quelque chose de grave. Camille prend des notes dans son carnet. Sébastien, c'est plus grave que ce qu'on pensait. Arnaud ne voulait pas seulement vous tuer,
il a aussi fait disparaître Claire. Sébastien regarde les conteneurs où Alma avait entendu la conversation. Il faut retrouver ta maman, dit-il à Alma. Vraiment? Oui. Et nous ferons en sorte que Arnaud paie pour ce qu'il a fait. Teresa se lève. Monsieur Ledesma, cet enfant a beaucoup souffert. Ne lui donnez pas de faux espoirs si vous n'êtes pas sûr. Sébastien regarde Teresa, puis Camille, et enfin Alma. Je vous promets que je vais découvrir la vérité, et retrouver Claire. Alma sourit pour la première fois depuis que Sébastien l'a rencontrée. Vous allez vraiment m'aider? Oui, Alma, je te le promets. À 17h56. Camille passe toute la nuit à examiner les dossiers auxquels Sébastien lui a donné accès. Son bureau ressemble à un ouragan de papier, d'ordinateurs et de tasses de café vides. À 6 heures du matin, elle trouve ce qu'elle cherchait. Son téléphone sonne. Sébastien, j'ai trouvé quelque chose d'important. Que as-tu trouvé? Claire Vasseur a déposé une plainte officielle le 15 mars 2021. Elle signalait des défaillances mécaniques sur 5 avions différents. Sébastien est dans son bureau, en train d'examiner de vieux contrats. Quel genre de défaillance? Problème de frein, pannes électriques, moteur non entretenu depuis des mois. Tout signé par Arnaud comme étant des travaux complétés. Sébastien trouve le dossier de Claire dans ses archives. Le voici. Elle a travaillé 3 ans comme inspectrice de maintenance. Excellentes évaluations, jusqu'au jour où on l'a renvoyée. Qui a autorisé son licenciement? Sébastien vérifie les documents. Arnaud. Il dit ici qu'elle causait des problèmes inutiles et remettait en question les procédures établies. Sébastien, il y a autre chose. Claire n'a pas seulement fait un signalement interne, elle est aussi allée au ministère des Transports. Sébastien laisse tomber les papiers. Elle est allée voir les autorités? Oui, mais sa plainte a mystérieusement disparu du système une semaine plus tard. Comment une plainte officielle peut-elle disparaître? Quand on a des contacts dans le gouvernement, ou beaucoup d'argent. Sébastien marche jusqu'à la fenêtre de son bureau. Il regarde la ville de Monterrey qui s'éveille, les voitures remplissant les rues. Camille, viens à mon bureau. J'ai quelque chose à te montrer. 1 heure plus tard, Camille est assise en face du bureau de Sébastien. Il lui montre une boîte remplie de documents. Voici tous les contrats de maintenance des 5 dernières années, ceux signés par Arnaud. Camille prend quelques documents. Que dois-je chercher? Des incohérences. Des travaux déclarés comme réalisés mais qui ne l'ont jamais été. 2 heures passent à examiner les documents. Camille remarque un schéma. Sébastien, regarde ça. Dans ces contrats, Arnaud indique avoir remplacé des pièces coûtant 50 000 pesos chacune. Mais ici, sur les vraies factures, les pièces ne coûtent que 10 000 pesos. Il empochait 40 000 pesos à chaque fois. Sébastien compte les factures. Plus de 100 pièces en 2 ans. Cela fait 4 millions de pesos. Et ce n'est que ce qu'on peut voir dans ces papiers. Il a sûrement volé bien plus. Le téléphone de Sébastien sonne. C'est son chef de la sécurité. Patron, j'ai des nouvelles sur la fillette. Que as-tu découvert? J'ai parlé à d'autres employés de l'aéroport. Plusieurs personnes se souviennent de Claire Vasseur. Elles disent qu'elle était très compétente dans son travail, mais qu'elle posait beaucoup de questions. Quel genre de questions? Elle demandait pourquoi certains avions prenaient leur envol alors qu'elle n'avait pas autorisé leur maintenance. Elle posait des questions sur les pièces censées avoir été changées. Sébastien regarde Camille. Autre chose? Oui. Un employé m'a dit que la semaine précédant la disparition de Claire, il l'a vue parler avec une femme sur le parking de l'aéroport. Une femme qui prenait des photos et posait des questions. Camille se redresse. À quoi ressemblait-elle? Jeune, cheveux courts, toujours une caméra à la main. Les employés pensaient que c'était une journaliste. Camille et Sébastien échangent un regard. Élodie, dit Camille.
Tu connais quelqu'un qui correspond à cette description? Élodie Herrera est une journaliste indépendante. Elle est spécialisée dans la protection des témoins dans les affaires de corruption. Sébastien raccroche. Tu penses que Élodie a aidé Claire à disparaître? C'est possible. Si Claire recevait des menaces, Élodie a pu l'aider à quitter la ville. Tu peux la contacter? Je peux essayer, mais elle est très prudente. Elle ne fait pas facilement confiance. Sébastien se lève. Il faut qu'on reparle à Alma. Peut-être qu'elle se souvient de quelque chose d'autre à propos de sa mère. L'après-midi, il retourne au terminal abandonné. Alma et Teresa cuisent des haricots dans une boîte de conserve au-dessus d'un feu. Bonjour, Alma, dit Sébastien. Bonjour, monsieur Sébastien. Je peux te poser quelques questions. À propos de ta maman. Alma hoche la tête. Avant que ta maman ne disparaisse, parlait-elle d'une femme, quelqu'un qui l'aidait? Alma réfléchit. Oui, il y avait une dame qui est venue une fois à la maison. Elle avait un grand appareil photo. Camille s'anime. Tu te souviens de son nom? Je crois qu'elle s'appelait Élodie. Maman a dit que c'était son amie. Qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble? Elle parlait beaucoup. Maman lui montrait des papiers et des photos. Madame Élodie prenait des photos de tout. Sébastien s'assoit à côté d'Alma. Ta maman t'a dit quelque chose à propos d'un voyage? Pas exactement, mais la dernière semaine, elle était très nerveuse. Elle a préparé une valise et l'a cachée sous le lit. Teresa intervient. La petite m'a dit que Claire lui avait dit que si quelque chose arrivait, elle devait venir avec moi et attendre. Attendre quoi? Attendre que ce soit sans danger. Claire lui a dit qu'elle devait peut-être partir un moment, mais qu'elle reviendrait. Alma regarde Sébastien avec espoir. Vous croyez que ma maman est encore en vie? Sébastien ne veut pas lui mentir. Je ne sais pas, Alma, mais on va tout faire pour la retrouver. Camille sort son téléphone. J'ai le numéro de Élodie. Je vais l'appeler. Elle compose le numéro. Élodie décroche au 3e appel. Élodie, c'est Camille Robles. Oui, j'ai besoin de te voir. C'est au sujet de Claire Vasseur. Tu l'as? Elle est vivante? Camille écoute en silence. Sébastien et Alma la regardent, anxieux. Très bien. On se voit demain. Oui, je vais venir avec quelqu'un. C'est Sébastien Lemoine et la fille de Claire. Camille raccroche. Que t'a-t-elle dit? Demande Sébastien. Claire est vivante. Élodie la protège depuis 3 ans. Alma pousse un cri de joie. Ma maman est vivante. Mais il y a un problème, poursuit Camille. Élodie dit que Claire a très peur. Elle ne veut voir personne lié à l'entreprise de Sébastien. Elle pense que je fais partie du problème, dit Sébastien. Exactement. Il va falloir la convaincre que tu as changé de camp. Élodie Herrera vit dans une petite maison en périphérie de Monterrey. Il y a des barreaux aux fenêtres et des caméras de surveillance à chaque coin. Quand Sébastien et Camille arrivent, Élodie les accueille à la porte avec méfiance. Tu es sûr qu'il n'a pas été suivi? Demande Élodie en scrutant la rue. Sûr, dit Camille. On est venu dans ma voiture, pas la sienne. Élodie est une femme d'environ 30 ans, mince, aux cheveux courts, avec des cicatrices sur les mains. Elle porte un appareil photo autour du cou. Monsieur Ledesma, dit Élodie, Claire ne veut pas vous voir. Je comprends, répond Sébastien. Mais sa fille a besoin de savoir qu'elle est en vie. Alma a déjà trop souffert à cause de mon entreprise. Camille intervient. Élodie, Sébastien nous aide. Lui non plus ne savait pas ce que faisait Arnaud. Élodie les fait entrer. Le salon est rempli d'ordinateurs, d'imprimantes et d'armoires. Au mur, des photos de personnes disparues. Combien de personnes avez-vous aidé? Demande Sébastien. En 5 ans, plus de 50 familles, des témoins de corruption, des employés dénonçant leurs supérieurs,
des gens qui en savent trop. Élodie sort un épais dossier. Voilà tout ce que Claire m'a donné sur votre entreprise. Sébastien ouvre le dossier. Il y découvre des photos d'avions, de fausses factures, des rapports de maintenance falsifiés. Mon Dieu, murmure-t-il, j'ai signé certains de ces rapports. Vous les avez lus avant de les signer, demande Élodie. Sébastien baisse la tête. Je ne faisais pas confiance à Arnaud. Il me disait que tout allait bien et je signais. Camille examine les photos. Élodie, Claire a encore plus de preuves. Beaucoup plus. Des enregistrements de conversations, des vidéos montrant des ouvriers remplaçant des pièces bon marché par des pièces chères, des documents prouvant des pots de vin versés à des inspecteurs gouvernementaux. Sébastien devient livide. Des pots de vin? Arnaud payait les inspecteurs pour qu'ils n'examinent pas correctement les avions. Certains recevaient jusqu'à 100 000 pesos par avion. Élodie s'approche d'une porte fermée. Claire, quelqu'un veut te parler. Une voix se fait entendre depuis la pièce. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas voir Sébastien Lemoine. Ce n'est pas pour le voir. C'est pour que tu saches qu'Alma va bien. La porte s'ouvre lentement. Claire Vasseur sort. Elle a 35 ans, mais en paraît davantage. Elle est très maigre, les cernes creusées sous les yeux. Lorsqu'elle aperçoit Sébastien, elle s'arrête. Vous, dit-elle d'une voix tremblante. Madame Vasseur, dit Sébastien, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Désolé? Vous savez combien de temps j'ai vécu caché à cause de votre entreprise. Je ne savais pas ce qui se passait. Claire s'approche. Bien sûr que non. Vous, les riches, vous ne savez jamais rien. Vous signez les papiers et vous comptez l'argent. Camille tente de calmer les choses. Claire, Sébastien est prêt à aider. Il veut que Arnaud paie pour ce qu'il a fait. Et pourquoi je devrais le croire? Sébastien sort son téléphone. Parce que j'ai déjà commencé à enquêter. Regardez. Il lui montre des photos de documents trouvés dans son bureau. Ce sont des contrats que Arnaud a falsifiés, des pièces qu'il était censé avoir achetées mais qui ne sont jamais arrivées aux avions. Claire regarde les photos. J'ai signalé ça il y a 3 ans. Personne ne m'a écouté. Arnaud a intercepté votre rapport. Mais maintenant, j'ai toutes les preuves. Élodie s'assied à côté de Claire. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Claire observe Sébastien un long moment. Ma fille. Comment va Alma? Elle vit avec une dame nommée Teresa dans un terminal abandonné. Elle va à l'école quand elle peut. Les larmes commencent à couler sur les joues de Claire. Elle va bien. Elle mange bien. Elle est mince, mais en bonne santé. C'est une enfant très courageuse. Elle m'a sauvé la vie, dit Sébastien. Elle m'a averti du sabotage de mon avion. Claire est surprise. Alma a fait ça? Camille lui raconte toute l'histoire de l'aéroport. Claire écoute en silence. Je n'arrive pas à croire que ma fille ait fait ça. Elle veut te voir, dit Sébastien. Elle demande où tu es, tous les jours. Claire regarde Élodie. C'est sûr. Arnaud ne me retrouvera pas? Si on agit vite, dit Camille. On doit exposer Arnaud avant qu'il découvre notre enquête. Sébastien s'approche de Claire. Madame, j'ai besoin de votre aide. Vous détenez les preuves qui peuvent envoyer Arnaud en prison. Et qu'est-ce que j'y gagne? Votre liberté. Et la possibilité d'être à nouveau avec Alma. Claire réfléchit plusieurs minutes. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je témoigne? Que vous disiez tout ce que vous savez sur les avions et les pots de vin. Et si Arnaud tente de me tuer? Il n'en aura pas l'occasion. On rendra tout public en même temps. Une fois que ce sera dans les médias, il lui sera trop dangereux de nuire à qui que ce soit. Élodie ouvre un autre dossier. Claire, j'ai aussi des contacts au parquet. Ils peuvent vous offrir une protection officielle si vous témoignez. Claire marche jusqu'à la fenêtre.
J'ai passé 3 ans à me cacher, 3 ans sans voir ma fille. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, dit Sébastien. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Claire se tourne vers lui. Pourquoi je devrais faire confiance à l'homme qui m'a licencié? Parce que maintenant je connais la vérité. Et parce que votre fille m'a appris qu'il existe des choses plus importantes que l'argent. Claire regarde de nouveau les photos des documents. Vous allez vraiment détruire votre propre entreprise pour rendre justice? Si c'est nécessaire, oui. Et Arnaud paiera pour tout. Pour les vols, les menaces, et pour avoir séparé une mère de sa fille. Claire prend une décision. D'accord, je vais témoigner. Mais je veux voir Alma d'abord. Sébastien sourit. Quand? Maintenant. J'ai déjà trop attendu. Sébastien conduit vers le terminal abandonné, les mains tremblantes. Claire est assise à ses côtés, nerveuse et silencieuse. Camille et Élodie les suivent dans une autre voiture. Comment vais-je expliquer à Alma que je l'ai laissée seule pendant 3 ans, demande Claire. Dites-lui la vérité, répond Sébastien. Que vous vous êtes caché pour la protéger. Quand ils arrivent, ils voient Alma jouer avec d'autres enfants près des conteneurs. Teresa lave du linge dans une bassine en plastique. Claire descend de la voiture et s'avance lentement vers sa fille. Alma l'aperçoit et reste figée. Maman, murmure Alma. Oui, mon amour, c'est moi. Alma court vers sa mère et l'enlace de toutes ses forces. Toutes deux pleurent, tandis que Teresa sourit de loin. Je croyais que tu étais morte, dit Alma entre deux sanglots. Non, ma chérie. J'étais seulement cachée. Mais je ne partirai plus jamais. Sébastien observe la scène de loin avec Camille et Élodie. Cela fait du bien de voir une famille réunie. Mais il sait que le danger ne fait que commencer. Son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Sébastien Lemoine? Oui. Qui est à l'appareil? C'est Arnaud. Nous devons parler. Sébastien se tend. Il fait signe à Camille de s'approcher. Où es-tu, Arnaud? Dans ton bureau. Je t'attends. Dans mon bureau? Comment es-tu entré? J'ai encore les clés. Viens seul. Si tu amènes la police ou cette journaliste, ça va très mal se passer pour toi. Que veux-tu? Parler affaires. Comme au bon vieux temps. La communication est coupée. Sébastien regarde Camille. Arnaud est dans mon bureau. Il veut me voir. N'y va pas, dit Camille. C'est un piège. Je dois y aller. Si je n'y vais pas, il va se douter qu'on enquête sur lui. Élodie s'approche. Sébastien, c'est très dangereux. Arnaud a déjà essayé de te tuer une fois. Mais maintenant il sait que je suis en vie. Il ne tentera rien dans un immeuble plein de monde. Claire, qui vient de terminer de parler avec Alma, rejoint le groupe. Que se passe-t-il? Arnaud veut me parler, dit Sébastien. Le visage de Claire pâlit. Arnaud est ici, à Monterrey? Oui. Et si je ne vais pas le voir, il risque de se méfier. Sébastien, dit Camille, si tu y vas, au moins prends ça. Elle lui tend un petit micro. Enregistre tout ce qu'il dit. Nous aurons besoin de preuves. Sébastien dissimule le micro sous sa chemise. Si je ne reviens pas dans 2 heures, appelez la police. 1 heure plus tard, il arrive à son immeuble. Le parking est presque vide, car c'est un samedi soir. Il prend l'ascenseur jusqu'au 50e étage. Son bureau est plongé dans l'obscurité. Seule une lampe de bureau est allumée. Arnaud est assis dans son fauteuil, une cigarette à la main. Bonjour, Sébastien, dit Arnaud sans se retourner. Arnaud, qu'est-ce que tu fais ici? Arnaud se retourne. Il a 45 ans, une barbe grisonnante et un regard glacial. Il porte un costume cher mais froissé. Je suis venu te parler de l'avenir de l'entreprise. Quel avenir? Tu ne travailles plus ici.
Mais ça va changer très bientôt. Sébastien s'assoit en face de lui. Que veux-tu, Arnaud? Je veux que tu me rendes mon poste. Que nous redevenions associés. Tu es fou? Je t'ai licencié parce que tu volais de l'argent. Arnaud rit. Je volais? Sébastien, tu as signé tous ces contrats, tu as autorisé tous ces paiements. Parce que je te faisais confiance. Mais ce n'est pas ce que vont dire les journaux, ni la police. Sébastien comprend ce que Arnaud est en train de faire. Tu me fais chanter. J'agis avec pragmatisme. Tu peux être le voleur qui a détourné des millions de pesos ou le dirigeant intelligent qui m'a donné une seconde chance. Et si je refuse? Arnaud sort un dossier de sa mallette. Alors, demain matin, tous les journaux publieront cette histoire, Sébastien Lemoine, le magnate corrompu qui a volé sa propre entreprise et mis en danger la vie de ses passagers. Sébastien regarde le dossier. Ce sont de faux documents. Ce sont des documents avec ta signature. C'est suffisant. Personne ne te croira. Non. Regarde ça. Arnaud lui montre une vidéo sur son téléphone. On y voit Sébastien en train de signer un des contrats de maintenance. Ici, tu autorises l'utilisation de pièces bon marché. Puis une autre vidéo, on y voit Sébastien recevant une enveloppe d'un inspecteur gouvernemental. Sébastien reste figé. Il se souvient de ce jour-là. Arnaud lui avait dit que c'était un cadeau d'anniversaire de la part de toute l'équipe. Cet argent n'était pas un pot de vin, mais ça y ressemble, et c'est tout ce qui compte. Sébastien comprend que Arnaud lui tendait ce piège depuis des années. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as tout pris. Mon travail, ma réputation, ma famille. Maintenant, c'est à mon tour de te prendre quelque chose. Arnaud, on peut régler ça autrement. Il n'y a pas d'autre manière. Soit tu me donnes 50% de l'entreprise, soit je te détruis. Sébastien pense à Alma, à Claire, à tous ceux qui ont souffert à cause de Arnaud. Et si j'accepte? Alors, on continue comme avant. Moi, je gère les contrats, toi, tu signes les papiers, et tout le monde est content. Et tu vas continuer à voler? Je vais continuer à être efficace. Les clients ne se plaignent pas. Si les prix sont bons. Sébastien se lève. Je ne peux pas faire ça, Arnaud. Alors je vais te détruire, peut-être, mais au moins je pourrai dormir la nuit. Arnaud s'énerve. Tu crois que c'est un jeu? J'ai le pouvoir de t'envoyer en prison. Et moi, j'ai le pouvoir d'y envoyer un meurtrier. Arnaud devient pâle. De quoi tu parles? Je sais pour le sabotage. Je sais que tu as essayé de me tuer. Tu n'as aucune preuve. J'ai des témoins. Et des preuves. Arnaud sort une arme de sa veste. Dans ce cas, tu vas devoir mourir ici même. Sébastien lève les mains. Arnaud, ne fais pas ça. Je n'ai plus le choix. C'est toi qui m'y as forcé. À ce moment-là, les lumières du bureau s'allument. La police entre en courant. Police. Lâchez votre arme. Arnaud regarde autour de lui, confus, pendant que Camille entre derrière les agents. Nous avons tout enregistré, Arnaud. Tu as avoué le sabotage. Arnaud pointe son arme vers Camille. Vous ne comprenez pas. C'est moi qui ai construit cette entreprise. Un policier lui tire dans le bras. Arnaud tombe au sol en hurlant de douleur. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et sabotage. Crie le commandant Moral. Tandis que les ambulanciers s'occupent de Arnaud, Sébastien s'assoit dans son fauteuil. C'est fini. Comment saviez-vous que j'étais ici, demande-t-il. Élodie a placé un traceur sur ta voiture, répond Camille. Et le micro transmettait en direct. Sébastien regarde par la fenêtre. Son entreprise est détruite, mais il connaît enfin la vérité. Les jours suivants sont chaotiques. Les journaux publient l'histoire complète. Un magnate de l'aviation victime de sabotage, titre principal.
Mais aussi. Entreprise Ledesma, des années de corruption étouffée. Sébastien est dans son bureau, en train d'emballer ses affaires. Le conseil d'administration lui a demandé de démissionner. Même s'il n'était pas coupable du sabotage, il avait signé des contrats sans les lire et permis à Arnaud de détourner des millions. Monsieur Ledesma, dit sa secrétaire Sophia. Des journalistes vous attendent en bas. Dites-leur que je ne ferai aucune déclaration. Camille entre dans le bureau. Comment tu te sens? Comme un idiot, répond Sébastien. 30 ans à bâtir cette entreprise, et je l'ai détruite en faisant confiance à la mauvaise personne. Tu ne l'as pas détruite, tu l'as sauvée. Maintenant, les nouveaux dirigeants feront les choses correctement. Sébastien place ses diplômes dans un carton. Et Claire et Alma? Mieux. Claire a déjà témoigné auprès du procureur. Arnaud va être poursuivi pour sabotage, tentative de meurtre, vol et menaces. Les inspecteurs corrompus seront aussi inculpés. Tes preuves ont été très utiles. Sébastien ferme le carton. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que Alma ait dû vivre dans la rue parce que je ne prêtais pas attention à ce qui se passait dans ma propre entreprise. Camille s'assoit en face de lui. Sébastien, tu ne peux pas te blâmer pour tout. Bien sûr que si. J'étais le patron. C'était ma responsabilité de savoir ce qui se passait. Sébastien prend un autre carton et quitte son bureau. C'est la dernière fois qu'il y met les pieds. 2 semaines plus tard, Sébastien vit dans un petit appartement au centre de Monterrey. Il a vendu sa grande maison et sa voiture blindée. Avec l'argent de la vente, il a créé un fonds pour aider les familles touchées par la corruption dans son entreprise. Un samedi matin, il conduit jusqu'au terminal abandonné. Il apporte des sacs de nourriture à Teresa et aux autres résidents. « Bonjour Teresa, dit Sébastien. »« Bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? »« Mieux. »« Et Alma? »« Elle va bien. Elle est à l'école toute la journée maintenant. Claire a trouvé un emploi dans une entreprise de maintenance automobile. » Sébastien pose les sacs. « Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Alma veut te parler. Elle est inquiète. » Inquiète de quoi? Elle croit que c'est à cause d'elle que tu as perdu ton entreprise. Sébastien trouve Alma qui joue seule près des conteneurs. Elle est plus propre qu'avant et porte des vêtements neufs. Bonjour Alma. Bonjour monsieur Sébastien. Est-ce vrai que vous avez perdu votre entreprise à cause de moi? Sébastien s'assoit par terre à côté d'elle. Non, ce n'est pas ta faute. Je l'ai perdu parce que je ne faisais pas attention aux mauvaises choses qui se passaient. Mais si tu ne m'avais pas parlé du sabotage, je serais mort. Tu m'as sauvé la vie. Alma joue avec des cailloux. Ma maman dit que vous nous aidez beaucoup. C'est le minimum que je puisse faire. Elle est triste que vous n'ayez plus d'avion. Sébastien réfléchit. Au début, j'étais triste. Mais maintenant, je comprends que les avions n'étaient pas ce qu'il y avait de plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important? Les gens. Comme toi, ta maman, Teresa. Alma sourit. Vous viendrez encore nous voir? Si vous voulez que je vienne. Oui, on veut. Claire arrive du travail. Elle a meilleure mine qu'avant. Elle a repris du poids et n'a plus de cernes. Bonjour Sébastien. Bonjour Claire. Comment s'est passée ta journée? Bien. Mon patron est honnête. C'est nouveau pour moi. Les 3 marchent vers la maison de Teresa. Sébastien, dit Claire, je veux te remercier. Pourquoi? Pour avoir fait ce qu'il fallait. Je sais que ça t'a coûté cher. Ça m'a coûté de l'argent et une entreprise, mais ça en valait la peine. Tu ne regrettes rien? Sébastien regarde Alma courir vers Teresa. Non. Pour la première fois depuis des années, je dors en paix. Claire sourit. Tu sais quoi? Alma me demande de tes nouvelles tous les jours. Qu'est-ce que tu lui dis?
Que tu es un homme bien qui a appris à écouter. Sébastien passe tout l'après-midi à aider Teresa avec les réparations de sa maison. Alma lui montre ses devoirs d'école. C'est un contrôle de mathématiques sur lequel elle a eu 10. Très bien, dit Sébastien. Tu es très intelligente. Ma maman dit que je pourrais aller à l'université. J'en suis certain. Quand la nuit tombe, Sébastien se prépare à partir. Je peux te poser une question, dit Alma. Bien sûr. Je n'ai plus peur de toi. Sébastien est surpris par cette remarque. Pourquoi aurais-tu eu peur de moi? Parce que je suis pauvre. Avant, les riches avaient peur de nous. Sébastien s'agenouille pour être à sa hauteur. Je n'ai jamais eu peur de toi. Ce que j'avais, c'était de l'ignorance. Je ne savais pas comment vivaient des personnes comme toi. Et maintenant, tu sais? J'apprends. Et c'est toi qui m'enseignes. Alma le serre dans ses bras. Je suis contente que tu sois notre ami. Sébastien ressent une émotion qu'il n'avait plus connue depuis des années. Ce n'est pas la fierté d'avoir conclu un contrat à plusieurs millions, mais quelque chose de plus simple, de plus profond. Moi aussi, je suis heureux d'être votre ami. Quand Sébastien rentre chez lui, il s'assoit dans son vieux fauteuil. Sa grande maison et son bureau luxueux ne lui manquent pas. Pour la première fois de sa vie, il se sent en paix. Son téléphone sonne. C'est Camille. Alors, ta journée? Bien. Très bien. Tu y retournes demain? Oui. Alma m'apprend à jouer aux échecs. Camille rit. Qui aurait cru que Sébastien Lemoine apprendrait les échecs avec une fillette de 10 ans? La vie est étrange, Camille. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. 6 mois plus tard, Sébastien a une routine bien différente. Il se lève à 6 heures, prend un café avec du pain grillé et lit les nouvelles sur son téléphone. Il ne suit plus la bourse ni les contrats d'aviation, mais lit sur l'éducation, les programmes sociaux, les infos locales. Les mardis et jeudis, il se rend au terminal abandonné pour aider les enfants avec leurs devoirs. Le samedi, il emmène Alma au parc ou au musée. Le dimanche, il accompagne Teresa au marché. Ce samedi est particulier, Alma a un projet scolaire sur les métiers et veut interviewer Sébastien sur son ancien travail. Prêt pour l'interview, demande Alma à son arrivée. Prêt, répond Sébastien en s'asseyant sur une chaise en plastique. Alma sort un cahier et un crayon. Première question, que faisiez-vous quand vous aviez des avions? Je transportais des passagers et des marchandises d'une ville à l'autre. C'était amusant? Sébastien réfléchit. Parfois. J'aimais voir les avions décoller et savoir que les gens arrivaient à destination en sécurité. Pourquoi vous n'avez plus d'avion? Parce que je ne faisais pas assez attention à la sécurité des gens. Alma prend note. Est-ce que ça vous manque d'avoir beaucoup d'argent? Au début, oui. Mais maintenant, je réalise que je n'ai pas besoin de tant d'argent pour être heureux. Qu'est-ce que vous préférez dans votre vie aujourd'hui? Sébastien regarde autour de lui, Teresa qui étend du linge, des enfants qui jouent, Claire qui lit. J'aime avoir du temps pour connaître les gens. Avant, j'étais toujours pressé. Quels gens? Toi, ta maman, Teresa, les autres enfants d'ici. Alma sourit et continue d'écrire. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer une entreprise? Sébastien réfléchit longuement. Ne jamais oublier que les personnes sont plus importantes que l'argent. Et toujours écouter les employés, surtout quand ils signalent un problème. Alma referme son cahier. Merci. Je pense que j'aurai une bonne note. J'en suis certain. Claire s'approche. Sébastien, tu as un moment pour marcher un peu? Il se dirige vers une zone plus calme du terminal. Claire semble nerveuse. Il y a un problème? Alma m'a posé une question hier, et je n'ai pas su quoi répondre. Quelle question? Elle m'a demandé si tu allais devenir comme son papa. Sébastien s'arrête. Et qu'as-tu répondu?
Que tu étais notre ami. Mais elle a insisté. Elle dit que les autres enfants ont un papa, et elle en veut un aussi. Sébastien s'assoit sur un banc cassé. Claire, je ne veux pas confondre Alma. Je ne veux pas prendre une place qui ne m'appartient pas. Je comprends, et je te remercie pour ça. Mais je ne veux pas non plus que tu crois que tu ne peux pas être important dans sa vie. Sébastien regarde Alma jouer au loin. Tu veux dire, une figure paternelle? Sans remplacer son père biologique. Elle le connaît? Il est parti quand il a su que j'étais enceinte. Elle ne l'a jamais vu. Elle le sait? Oui. Je lui ai toujours dit la vérité. Sébastien comprend maintenant pourquoi Alma cherche une figure paternelle. Que attend-elle de moi? De la stabilité. Quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Quelqu'un qui lui apprend des choses, qui est là quand elle a besoin. Mais je ne sais pas comment être père. Claire sourit. Personne ne le sait avant de le devenir. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Et si je fais des erreurs? On en fait tous. L'important, c'est d'être présent. Sébastien pense à son enfance. Son père travaillait tout le temps. Jamais un moment pour jouer ou faire les devoirs avec lui. Et Alma, qu'en pense-t-elle? Pourquoi ne pas lui demander? Il retourne près des enfants. Sébastien, tu veux voir mon château de sable? Alma l'emmène vers un tas de terre décoré avec des pierres et des boîtes. C'est le château d'une princesse qui sauve des avions. Une princesse qui sauve des avions? Oui, comme moi je t'ai sauvé. Sébastien s'assoit à côté du château. Alma, je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir un papa? Alma cesse de jouer, le regarde sérieusement. Quelqu'un qui me protège quand maman n'est pas là. Quelqu'un qui m'apprend des choses. Et qui m'aime. Tu crois que je pourrais faire ça? Tu le fais déjà. Sébastien sent sa gorge se nouer. Vraiment? Oui. Tu me protèges, tu m'enseignes des choses, et je sais que tu m'aimes. Comment tu le sais? Parce que tu viens me voir, même si tu n'es pas obligé. Et quand tu me parles, tu fais attention à moi. Sébastien la prend dans ses bras. Tu sais quoi? Moi aussi, je t'aime très fort. Alors tu vas être comme mon papa? Sébastien regarde Claire, qui sourit de loin. Oui, Alma, si tu le veux, je serai comme ton papa. Alma pousse un cri de joie et le serre encore plus fort. Super! Alors tu viendras à mon spectacle à l'école? C'est quand? La semaine prochaine. Je vais chanter une chanson. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Alma court vers Teresa pour lui annoncer la nouvelle. Sébastien reste assis à côté du château de sable, pensant à la vie, si étrange. Il y a un an, il avait des jets privés, des bureaux luxueux et des millions en banque. Aujourd'hui, il a un petit appartement, une vieille voiture, très peu d'argent, mais aussi quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une famille qu'il aime, non pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. À l'école primaire Benito Juárez, l'agitation est à son comble, c'est le jour de la foire scientifique annuelle. Les élèves de 6e présentent leurs projets, et parents, grands-parents, proches remplissent la petite cour. Sébastien arrive tôt pour trouver une place. Ce n'est pas facile. Finalement, il s'assoit au 3e rang, à côté d'un homme en salopette de mécanicien. « Votre fils participe aussi ?» demande l'homme. Sébastien hésite avant de répondre. « Oui, enfin, ce n'est pas exactement ma fille, mais je l'aime comme si c'était le cas. » Je comprends. Moi, je suis le grand-père de Roberto, le garçon mince là-bas. Sébastien regarde où il pointe. Un enfant élancé se tient près d'un volcan en maquette. Et votre fille, quel est son projet? Elle a fait une maquette de moteur d'avion. Un moteur d'avion? Intéressant. Sébastien sourit. Ces dernières semaines, Alma l'avait inondé de questions sur les avions, comment ils volent, comment fonctionnent les moteurs,
comment ils atterrissent. Ma maman réparait les avions, m'a-t-elle dit. Et toi, tu en avais. Alors je vais faire mon projet là-dessus. La directrice de l'école monte sur la petite scène. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre foire scientifique annuelle. Sébastien cherche Alma du regard. Il la repère au fond de la salle, près d'une table remplie de pièces de moteur et de dessins d'avions. Elle porte une robe bleue que Claire lui a achetée spécialement pour cette journée. Claire se tient derrière la table, un sourire de fierté aux lèvres. Sébastien lui fait un signe de la main, et elle lui répond. Nous allons commencer les présentations, annonce la directrice. Chaque élève disposera de 5 minutes pour expliquer son projet. Sébastien commence à être nerveux. Alma avait répété sa présentation pendant des semaines, mais elle n'avait encore jamais parlé devant autant de monde. Les premiers enfants présentent des projets sur les plantes, le système solaire et les animaux marins. Tous sont un peu tendus, mais s'en sortent bien. Vient enfin le tour d'Alma. Nous accueillons maintenant Alma Vasseur avec son projet sur les moteurs d'avion. Alma s'avance avec sa présentation. Sébastien voit bien qu'elle est nerveuse, mais aussi résolue. Bonjour, dit Alma dans le micro. Je m'appelle Alma et mon projet porte sur le fonctionnement des moteurs d'avion. Sébastien se penche en avant sur sa chaise. Ma maman réparait des avions, alors j'ai toujours aimé ça. Mais récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a appris encore plus. Alma désigne l'endroit où se trouve Sébastien. Les moteurs d'avion sont très complexes, mais aussi très sûrs, et bien entretenus. Elle explique comment l'air entre dans le moteur, se mélange au carburant et crée la poussée nécessaire pour faire avancer l'avion. Elle utilise sa maquette pour montrer les différentes parties. Ce qui est le plus important, dit Alma, c'est que les personnes qui réparent les moteurs doivent toujours dire la vérité sur leur état. Sébastien sent un nœud se former dans sa gorge. Alma parle d'honnêteté sans mentionner directement l'histoire de leur famille. Ma maman disait toujours la vérité sur les moteurs, même si ça lui causait des problèmes. Et moi aussi, je dirai toujours la vérité. Alma termine sa présentation et retourne à sa table. Le public applaudit. Sébastien applaudit plus fort que tout le monde. Bravo, Alma, dit la directrice. Excellent travail. Sébastien est si fier qu'il a envie de crier, mais il se retient et continue d'applaudir. Les enfants suivants présentent leur projet, mais Sébastien ne les écoute qu'à moitié. Il repense aux paroles d'Alma sur l'importance de dire la vérité. Lorsque toutes les présentations sont terminées, les visiteurs se lèvent pour aller voir les projets de plus près. Sébastien s'approche de la table d'Alma. Alma, tu as été incroyable. Vraiment? Je n'étais pas très nerveuse. Un peu au début, mais après, j'ai parlé comme une experte. Claire enlace sa fille. Je suis tellement fier de toi, mon amour. D'autres parents s'approchent pour admirer la maquette d'Alma. Sébastien entend leurs commentaires. Quel projet fascinant! Mon fils veut devenir pilote. Tu peux lui expliquer comment ça marche. D'où est venue cette idée? Alma répond à toutes les questions avec assurance. Sébastien réalise qu'elle n'est plus la petite fille timide et effrayée qu'il avait rencontrée un an auparavant. Lorsque la foule commence à se disperser, Sébastien s'approche à nouveau d'Alma. Tu sais ce que j'ai préféré dans ta présentation? Quoi? Quand tu as parlé de dire la vérité. C'était très courageux. Alma sourit. C'est vous qui m'avez appris que dire la vérité est plus important que de plaire aux gens. Moi, je t'ai appris ça? Oui. Quand vous avez dit la vérité à propos de votre entreprise, même si cela signifiait tout perdre. Sébastien enlace Alma. Et toi, tu m'as aussi appris quelque chose. Quoi donc? Que parfois, les enfants savent des choses que les adultes ignorent. La directrice annonce les gagnants de la foire. Alma remporte la 2e place dans la catégorie des sciences physiques. Tu as gagné, s'écrie Sébastien. Nous avons gagné, corrige Alma. Je n'aurais jamais pu faire ça sans vous.
Sébastien regarde Alma recevoir son prix, une petite médaille en plastique doré qu'elle accepte comme s'il s'agissait du plus grand honneur au monde. Quand tout le monde applaudit pour Alma, Sébastien applaudit aussi. Il ne crie pas, ne fait pas de gestes extravagants, il se contente de sourire et d'applaudir avec respect. Depuis la scène, Alma le regarde et lui fait un petit salut discret que seul lui peut voir. Sébastien lui répond de la même manière. À cet instant, Sébastien comprend quelque chose d'essentiel, il n'a pas besoin d'être au centre de l'attention pour être important dans la vie d'Alma. Il n'a pas besoin de crier ou de faire de grands gestes. Il doit simplement être là, applaudir quand il faut applaudir, écouter quand il faut écouter. Et pour la première fois depuis de longues années, Sébastien Lemoine sait qu'il est arrivé à temps. As-tu aimé l'histoire de Sébastien et Alma? Elle nous rappelle que parfois, les voix les plus précieuses sont celles que l'on entend le moins, et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sébastien a perdu son entreprise et sa fortune, mais il a trouvé bien plus précieux, une famille qu'il aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Si cette histoire t'a touché autant que nous, n'oublie pas de mettre un « j'aime » à la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'honnêteté et l'humilité peuvent changer des vies. Dis-nous en commentaire, quelle a été ta partie préférée? T'es-tu reconnu dans un des personnages? Si tu veux voir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dis-nous depuis quel pays tu nous regardes, nous adorons savoir que nos histoires voyagent jusqu'à votre cœur, partout dans le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.